Professeur Dr Bakhtari pour nous parler de l'hypothermie thérapeutique. À vous la parole. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le président de table, monsieur Olivier Clarisse, mon prédécesseur, qui m'a bouffé le maximum de temps. Merci aux organisateurs Khalid et toute son équipe. Merci à tous mes collègues qui sont présents ici. Donc là, je vais vous parler de l'asphyxie périnatale. L'asphyxie périnatale en 25 minutes. Parce que Khalid, tout à l'heure, il m'a donné un rabais de 2 minutes. Alors, juste un petit rappel sur la circulation fœtale. Donc, la circulation fœtale, elle se fait à travers le placenta, le cordon ombilical. Le cordon ombilical, il est alimenté, comme vous le savez, par 2 artères et une veine. Et le tout provient à la fois de la veine utérine et de l'artère utérine. Et il forme un cordon. Et ce cordon permet à ce moment-là la transmission du sang. Et dans le sang, il y a de l'oxygène et de l'énergie entre le fœtus et la mère. Et dans ce cas-là, vous avez à la fois une veine qui permet d'acheminer le sang oxygéné et riche en calories de la mère au fœtus, et les artères, elles font exactement le travail inverse en ramenant du sang désoxygéné et pauvre en énergie du fœtus à la mère. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans cette circulation qui se fait, la plupart du temps, elle se fait merveilleusement bien. Parfois, vous avez une situation, soit un décollement placentaire, soit une rupture utérine, soit quelque chose qui perturbe cette circulation. Quand cette circulation est perturbée, c'est ce qu'on appelle l'asphyxie. L'asphyxie, c'est quoi? C'est une insuffisance en oxygène et en substrat énergétique chez le fœtus. Ça veut dire que cet enfant, ce fœtus, il va être moins bien alimenté en calories et surtout moins oxygéné. Il se met à ce moment-là au métabolisme anaérobie avec comme conséquence, on va voir par la suite, jusqu'à la défaillance cardiaque, voire la mort fœtale. Cette pathologie est assez fréquente dans les pays en voie de développement, enfin ce qu'on appelle à ressources limitées. Elle représente à peu près 8,5 pour 1000 et non pas pour 100. Et dans les pays un peu plus riches, donc la moitié, voire le tiers de ce qu'on voit dans les pays qui sont à faible développement. Je parle financier. Et la mortalité reste très élevée. On est aux environs de 40 à 50% dans les pays à ressources limitées. Alors, en physiopathologie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez un phénomène d'asphyxie, ça veut dire manque d'oxygène et de calories chez le fœtus, avec une déviation du métabolisme vers un métabolisme anaérobie. Et vous avez à ce moment-là, cette déviation va entraîner quoi? Elle va entraîner 2 ou 3 éléments fondamentaux. Premièrement, un manque d'oxygène et de calories entraîne une souffrance cellulaire neuronale au niveau cellulaire. Cette souffrance cellulaire va faire quoi? Il va y avoir à ce moment-là une sécrétion, une orientation vers la libération de la cascade oxytotoxique, en particulier une libération massive de glutamate, souffrance cellulaire, anomalie du cytosquelette cellulaire, une entrée massive du calcium à l'intérieur de la cellule, une entrée massive du sodium à l'intérieur de la cellule, un œdème cellulaire, et tout ça, du fait de la présence à ce moment-là de la déviation vers un métabolisme anaérobie, nous allons avoir à la fois les lipides qui vont avoir un métabolisme insuffisant, les glucides un métabolisme insuffisant, particulièrement les lipides, et on va avoir une libération massive de radicaux libres. Et dans tout ça, vous allez avoir une stimulation de la cascade du monoxyde d'azote avec une libération massive du monoxyde d'azote induite et non pas endothéliale. Et à ce moment-là, vous allez avoir tous les éléments qui vont faire que cette cellule va souffrir, elle va se nécroser. Et toute cellule qui se nécrose, enfin, nous sommes dans un tissu, et dans ce tissu, vous avez une nécrose cellulaire avec une transmission de l'information aux cellules avoisinantes, avec ce qu'on appelle les stimulations de la cascade de l'apoptose, en particulier les caspases, et cette stimulation de la cascade de l'apoptose va à ce moment-là passer le relais aux autres cellules neuronales qui vont également souffrir. On se retrouve avec une nécrose de certaines cellules, une apoptose des autres, et cette nécrose qui va se continuer. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des plages de cellules neuronales qui sont nécrosées. Si on ne fait rien, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Naturellement, cette phase, elle se déroule sur
3 parties. La première partie, c'est la zone, c'est le moment de ce qu'on appelle le déficit énergétique primaire, suivi d'une phase de latence, et c'est dans cette phase de latence qu'on va pouvoir à ce moment-là agir. Pourquoi cette phase de latence? Parce que c'est la phase de reperfusion. On est dans une phase de déficit à la fois sanguin, mais surtout énergétique et en oxygène. Vous avez une phase de latence et par la suite, vous avez la phase de déficit énergétique. Et c'est cette phase de latence, c'est très importante. Une fois qu'on est dans cette phase de déficit énergétique secondaire, c'est un peu tard et là, on arrive à la phase tertiaire qui est la phase de cicatrisation. Alors, on va voir un petit peu comment on peut faire dans ces 3 phases et comment on peut, à ce moment-là, traiter les enfants qui ont subi cette asphyxie périnatale. Donc le fœtus, devant une asphyxie périnatale, dès qu'il y a manque d'oxygène et de calories, il va essayer de s'adapter. Lorsque le déficit est minime, il va réduire sa consommation en oxygène. Il va se mettre en métabolisme anaérobie et ça passe. En revanche, lorsque la situation est beaucoup plus sévère, soit parce qu'elle dure plus longtemps, soit parce qu'il y a une rupture, par exemple utérine, ou un décollement placentaire total, style procidence du cordon, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus de complications. Pourquoi? Parce que vous allez avoir à soi le déficit énergétique, plus le déficit en oxygène, plus bien sûr leurs conséquences. Leurs conséquences, c'est quoi? C'est l'hypotension artérielle, parce que vous allez avoir une défaillance de myocarde, et cette défaillance de myocarde va entraîner une hypoperfusion, et le fœtus, il va essayer de faire ce qu'on appelle une redistribution de son débit sanguin vers les organes nobles, entre autres le cœur, le cerveau et les glandes. Quand il y arrive, parfois le déficit est tellement important qu'il n'y arrive pas. Donc il va y avoir une souffrance généralisée qui ne touchera pas que le cerveau, mais qui va toucher tous les autres organes. Ce qui fait que vous allez avoir une défaillance multiviscérale qui va à ce moment-là retentir sur la totalité. Cliniquement, ça se manifeste comment? Nous avons 2 types de manifestations. Anténatale. L'anténatal, c'est l'obstétricien ou la sage-femme qui va vous dire il y a des anomalies du rythme. Les anomalies du rythme, quand vous voyez un rythme sinusoïdal comme ça, ou un rythme plat comme ça, ou des bradycardies profondes qui descendent à 60 par minute et qui se prolongent sur du long terme, là, vous êtes sûr que vous avez un déficit énergétique et un déficit en oxygène considérable. Donc vous allez vous attendre à un enfant qui va naître dans le contexte d'une souffrance extrêmement grave. Si vous n'avez pas le RCF ou on ne vous a pas transmis le RCF, à ce moment-là, vous allez vous baser sur un certain nombre d'éléments. En particulier, nous avons des éléments subjectifs qui sont la clinique, le score de Sarnat et Sarnat qu'on va voir dans 2 secondes. Et puis vous avez quelques éléments objectifs. Le score d'Apgar reste une valeur subjective. Parce que quand on regarde les études qui sont faites, les méta-analyses qui sont faites sur le score d'Apgar, il y a énormément de déviations déviances dans le score d'Apgar. Ce qui est objectif, c'est la biologie, c'est essentiellement le pH au cordon ombilical, le bas excès et l'acide lactique. Le score clinique, c'est le score d'encéphalopathie anoxo-ischémique, donc c'est l'échelle de Sarnat et Sarnat de 67, si mes souvenirs sont bons, qui a été modifiée par Madame la néonatologiste de Port-Royal. Je ne me rappelle plus, mais ça va me revenir, et qui finalement aboutit à cette classification où quand on examine l'enfant à la naissance, on va voir s'il est normal, s'il a les critères d'encéphalopathie modérée ou des critères d'encéphalopathie sévère. Et ces critères, elles n'ont de valeur que quand elles sont confrontées à un contexte anténatal, contexte biologique et bien sûr contexte évolutionnel dans les premières heures, pendant les 2-3 premières heures. D'accord? Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on va la confronter à la biologie. La biologie, c'est essentiellement le pH au cordon à la naissance. C'est un indicateur. Actuellement, le pH à la naissance est une obligation. En tous les cas, c'est une recommandation du Collège des obstétriciens français depuis 2007. Donc, c'est un élément fondamental et il a plus de valeur que le score d'Apgar. Alors, ce pH de cordon, il varie bien sûr. Le pH au cordon, il est meilleur sur la veine ombilicale, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est celui qu'on doit faire sur l'artère ombilicale. Parce que l'artère ombilicale, c'est ce qui revient du fœtus. Elle reflète le métabolisme fœtal, alors que la veine ombilicale, elle reflète le métabolisme maternel. Donc, quand vous faites un gaz au cordon, il faut toujours préciser, surtout dans le dossier, est-ce que c'est la veine ombilicale ou l'artère ombilicale.
Là, toutes les études qui sont quand même assez anciennes montrent que le pH au cordon, vous voyez, il est entre 7,20 et 7,24 avec un bas excess entre -4 et -5. Ce sont les valeurs normales. Pourquoi? Parce que le travail lui-même est générateur, il génère une asphyxie modérée ou minime parce que les contractions utérines vont ralentir la circulation fœtale, elles vont altérer un peu la circulation fœtale. Alors le pH, il a également la valeur, un pH isolé a très peu de valeur. Le pH, il a de la valeur quand il est associé. Si vous prenez par exemple un pH inférieur à 7, si on prend un pH à 6,95 ou 6,99, vous allez, de manière isolée, vous pouvez avoir des risques de séquelles, mais les risques sont faibles. En revanche, lorsque le pH est inférieur à 7, associé à d'autres éléments, un bas excès élevé, des anomalies du rythme cardiaque fœtal, une mauvaise adaptation à la naissance, nécessité de manœuvres de réanimation, là vous avez un certain nombre de critères qui concordent avec ce pH. Parce que le pH il peut être bas sur une asphyxie périnatale probablement chronique, qui a traîné déjà pendant un certain moment, sans retentissement. Donc il faut toujours confronter l'ensemble. Alors, le pH n'est pas probablement à lui seul suffisant. Qu'est-ce qu'on fait? On combine avec les lactates, l'acide lactique, qui est le marqueur du métabolisme anaérobie, comme vous le savez. Donc l'acide lactique, quand on regarde les méta-analyses qui sont faites sur le pH et sur l'acide lactique, on voit que quand vous prenez un pH moyen, par exemple, chez des enfants qui ont comparé des enfants qui ont subi une asphyxie versus des enfants normaux, on voit que les enfants normaux, ils ont un pH moyen à 7,29 et ceux qui ont des risques qui ont subi au moins un des critères d'asphyxie périnatale, leur pH est presque à 7,20. Vous voyez, le gap n'est pas énorme. En revanche, quand on regarde l'acide lactique, et quand on compare les deux enfants avec un cut-off aux environs de 3,4, on voit que ceux qui ont une asphyxie périnatale, ce qu'on appelle les composites, ils sont 2 fois plus élevés. Déjà, ça parle. On passe de 1 à 2 ou 3 fois la norme. D'accord? La norme est d'environ 2,8. Donc là, le cut-off est à 3,4. Ce qui fait que l'acide lactique serait probablement plus parlant que le pH au cordon. Mais ce qui est recommandé, c'est le pH au cordon. Okay? Deuxième élément, c'est le bas excess. Le bas excess a une valeur quand il dépasse les 12 millimoles. Et le bas excess, le seul inconvénient du bas excess, c'est qu'il n'est pas dosé. Il est calculé à partir d'un algorithme. Donc ce n'est pas un dosage, contrairement à l'acide lactique qui est un dosage direct. Alors, faut-il prendre un acide lactique artériel ou veineux? Peu importe, on s'en fout. Même si on a un acide lactique sur la veine ombilicale, il est aussi fiable parce que quand vous regardez la même chose, cette étude de 2014 qui montre quoi? Qui montre que quand on regarde un pH artériel ou un pH veineux, c'est exactement la même courbe. Quand on compare le pH avec l'acide lactique et le bas excess, quand on voit la sensibilité et la spécificité, la sensibilité est quasiment pareille. En revanche, quand on regarde la spécificité, on a l'impression que l'acide lactique est beaucoup plus spécifique, enfin beaucoup, il est un peu plus spécifique que le pH au cordon. Donc, dans l'ordre, le pH il est recommandé, l'acide lactique est mieux, et le bas excess, bien sûr, on l'utilise pour pouvoir à ce moment-là décider. Autre élément sur lequel on se base, c'est l'électroencéphalogramme. Il a une valeur prédictive extraordinaire pendant les premières 24 heures de vie. Un EEG qui est normal à H24 ou avant H24, s'il est normal, l'enfant a d'énormes chances d'être normal. Un électroencéphalogramme pathologique pendant les premières 24 heures, en tous les cas, doit attirer votre attention. Et un électroencéphalogramme qui se normalise avant H48, ça vous rassure. Un électroencéphalogramme qui reste pathologique à H48 doit vous alerter. Ça veut dire que ce n'est pas normal. Le processus continue si l'électroencéphalogramme ne s'améliore pas. D'accord? Après, donc, en fait, on juge l'électroencéphalogramme pendant les premières 48 heures de vie. Après, l'électroencéphalogramme, il peut se normaliser. Le seul avantage de l'EEG après H48, c'est de détecter, de dépister les convulsions. On peut utiliser l'EEG standard comme celui-là où vous avez ici une belle convulsion, enfin une belle convulsion. Vous avez ici un aspect de burst suppression, donc une hypsarythmie où vous avez à ce moment-là des décharges plus un silence plus des décharges. Ici vous avez quelques décharges sur un rythme pratiquement plat. Ici vous avez un rythme quasiment plat où il n'y a pratiquement pas d'activité électrique. Maintenant on favorise de plus en plus ce qu'on appelle l'EEG d'amplitude,
qui est un espèce de concentré de tracé EEG, qui est extraordinaire dans la surveillance à long terme, pendant les premières heures en post-asphyxie ou dans les valeurs normales. On a un tracé où vous avez le tracé se situe en fonction de l'éveil ou du sommeil. Il se situe entre 5 et 15 microvolts.